7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Monsieur le ministre, cher public, bonsoir. Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce nouveau débat des Mardis de l'ESSEC, organisé avec le concours du cabinet d'audit et de conseil Mazars, du groupe La Poste et du cabinet de conseil en stratégie opérationnelle WIV. Monsieur le ministre, vous cumulez deux belles fonctions politiques, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, et, depuis 1 an bientôt, porte-parole du gouvernement. Dans la presse, vous êtes l'homme qui tutoie le président, un homme direct, rétif à la langue de bois qu'affectionnait la précédente porte-parole. Bête politique, vous êtes pourtant peu connu du grand public. Vous n'atteignez même pas les 2000 likes sur votre page Facebook. Oui. Découvrons alors qui se cache derrière cette mèche d'argent. Breton par vos parents, vous êtes né au Mans et avez passé votre enfance à Logne, aimable village de 300 habitants. C'est là que démarre votre engagement politique, puisqu'à 23 ans, vous êtes élu au conseil municipal et resté là à faire de la politique tout seul pendant 12 années consécutives. Vous manifestez votre attachement à la Sarthe et la Bretagne en reprenant des chants marins pour vous détendre, en parlant breton, et aujourd'hui encore, vous habitez une fermette dans votre bourg natal, lieu parfait pour se mettre au vert. Ne serait-ce pas vous, cet introuvable homme normal ? C'est dans la Sarthe que vous candidatez pour les législatives en 2004, puis 2007. La campagne est difficile. Ou plutôt, soyons clairs, dès le départ, les carottes sont cuites. Car vous avez face à vous le Premier ministre, François Fillon, qui vous élimine dès le premier tour à 2 reprises. Une véritable avoinée. Mais, monsieur le ministre, ne vous inquiétez pas. Dans la course au mardi de l'ESSEC, vous êtes le grand gagnant. Monsieur Fillon ne sera interviewé à notre tribune que la semaine prochaine. Mais revenons à nos moutons. La campagne électorale, c'est bien beau, et vous êtes même élu député européen en 2004. Mais la campagne que vous aimez vraiment, c'est celle du monde rural. Vous êtes profondément attaché aux valeurs terriennes. Récemment, au Matin de France Culture, vous commentiez allègrement votre attachement aux vers de terre qui labourent et ne revendique pas. L'agriculture, c'est votre précaré. Et vos études alors ? HEC et ENA ? Sûrement pas. Plutôt BTS et DEA, BTS agricole et DEA en économie. Matière que vous enseignerez à des lycéens, puis à l'université de Nantes. Mais c'est avant tout une âme rebelle qui habite notre ministre. Au début des années 80, alors que vos futurs collègues préparent sagement Normal Sup, vous avez les cheveux longs, portez de grosses chemises à carreaux, kiffez la musique bretonne et partez manifester contre l'installation d'une centrale nucléaire à Plogoff. Votre combat, c'était votre région et sa richesse. Mais vous ne tardez pas à trouver votre nouvelle cause. Vous misez tout sur un seul et même cheval, François Hollande, que vous rencontrez en 1994 au siège du Parti socialiste. Vous parlez football, élections, politique et devenez copains comme cochons. Après un détour par le ministère de l'Agriculture, vous êtes rappelé à Solferino par votre bien-aimé, désormais premier secrétaire du parti. Vous assumez le poste de directeur de cabinet et le garderez jusqu'au bout. En 2009, alors que monsieur 3% passe pour un has-been, vous prenez le taureau par les cornes,
lancer l'offensive présidentielle et labourer le terrain en son nom. Tandis que le futur président s'affiche sympathique et jovial en public, vous et vos gros bras de faucheurs distribuez les coups en coulisses. Vous êtes devenu le fol du roi. Et ça marche, du moins pour votre idole, car le ministère de vos rêves, c'est à Martine Aubry que François Hollande veut le donner. Adieu veaux, vaches, cochons, couvées, on vous a coupé l'herbe sous le pied. Vous vous sentez le dindon de la farce ? Pas pour longtemps. Personne ne veut de la patate chaude et vous êtes finalement nommé au ministère de l'Agriculture. La récolte est bonne, mais l'herbe de la politique agricole commune n'est pas toujours très tendre. Avant, la PAC, c'était toute la beauté du fédéralisme. La France pouvait pomper avec entrain l'argent de Bruxelles et narguer au passage Margaret Thatcher et les Anglais. Mais aujourd'hui, vous êtes contraint de rembourser plus d'1 milliard d'euros à la Commission européenne. À qui la faute ? Après tout, on a coutume de dire « chacun son métier et les vaches seront bien gardées, n'est-ce pas ?» Mais vous, quel est votre métier ? Car ces derniers temps, vous sautez du coq à l'âne et vous attachez surtout à faire le service après-vente du gouvernement sur tous les plateaux télé. Toujours très direct, vous prêchez la positive attitude. Votre objectif, finalement, est toujours le même. Être l'homme du président, le monsieur loyal de François Hollande. Mais demain, allez-vous continuer à suivre son sillon ou allez-vous prendre votre envol ? Madame Royal a su le faire. Monsieur Loyal ne peut-il y songer ? Je passe la parole à Mélodie et Nicolas et vous souhaite un excellent débat. Merci Marie. Bonsoir Monsieur le Ministre. Merci d'avoir accepté notre invitation au Mardi de l'ESSEC. Avant de commencer le débat, vous disposez, si vous le souhaitez, d'un droit de réponse à la présentation que vient de faire Marie. Oh non, je n'aurais pas grand-chose à rajouter, si ce n'est qu'il y a une petite erreur, c'est que les 2 fois ou les 3 fois où je me suis présenté, c'était 2002, la première fois. C'était après le 21 avril, donc j'ai été battu au premier tour avec 55% pour François Fillon, qui était à l'époque numéro 3 du gouvernement. Et puis après, c'est en 2007 où il était Premier ministre, où j'ai été battu, je crois, avec 52%, mais je voyais bien que l'écart se resserrait. Et du coup, en 2012, il n'y avait plus François Fillon, et donc j'ai été élu dans cette circonscription, où j'habite toujours, j'ai jamais bougé, ça fait donc quelques années que je suis dans la 4e circonscription de la Sarthe, et ça a été dit, je suis attaché à la fois à la Sarthe et à cette circonscription, et puis aussi aux origines bretonnes qui sont les miennes. J'ai été effectivement longtemps un assidu de ce qu'on appelle les fest-noz, c'est-à-dire les fêtes de nuit, qui se déroulent en Bretagne et pendant lesquelles on danse des danses bretonnes que bien sûr vous connaissez tous par cœur. Je vois que tout le monde sourit. Il y a peu de Bretons dans la salle. Très bien. Bon, ben voilà. Et c'est vrai que Plogoff est un souvenir. À l'époque, on était en 2 chevaux et on avait été à Plogoff pour cette mobilisation. Et j'ai quelques souvenirs, oui, assez marrants de toute cette période. Voilà, donc j'ai pas grand-chose à rajouter, ça a été dit. Et j'ai rencontré effectivement François Hollande en 1994 et je suis resté 11 ans directeur de cabinet, période pendant laquelle il était lui premier secrétaire. Voilà pour le droit de réponse. Merci. Donc nous avons prévu d'évoquer avec vous les questions relatives à l'agriculture française dans un premier temps, puis nous nous dirigerons vers des thèmes plus relatifs à votre fonction de porte-parole du gouvernement. Commençons, si vous le voulez bien, avec le Salon de l'agriculture qui s'est achevé il y a 2 semaines. Cette année, 2015 en tout cas, c'est aussi l'année où la France accueillera la conférence de l'ONU sur les changements climatiques. À ce titre, est-ce que cette édition du Salon de l'agriculture a été un peu particulière ? Oh, le Salon de l'agriculture, d'abord, c'est une semaine pour le ministre qui est longue, du matin jusque, pas tard le soir, mais quand même assez tard le soir, et avec tous les engagements, et puis les accueils des différentes personnalités politiques qui peuvent passer, vous l'avez compris, un certain temps au Salon de l'agriculture.
Alors, elle était cette année sous une double... Il y avait un double fond qui était présent et qui m'a frappé. C'est à la fois des difficultés qui existent aujourd'hui dans le monde agricole, dans certaines filières, en particulier les filières alimentaires, avec des prix qui sont bas. Et puis en même temps, moi j'ai trouvé une volonté de se retourner vers l'avenir, la volonté d'investir, ça a été très frappant. Et comme on a une stratégie avec la loi d'avenir sur ce qu'on appelle l'agroécologie, c'était la référence au ver de terre tout à l'heure, qui est de repenser les modèles agricoles pour sortir d'une logique qui consiste à s'abstraire ou plutôt à contrecarrer les mécanismes naturels qui sont souvent contrariants pour la production agricole et à essayer de réfléchir. Et il y a maintenant des pionniers, je voyais le slogan ici ESSEC, c'était l'esprit pionnier. Bon, eh bien, on a repéré en agriculture ce qu'on appelle les pionniers, c'est-à-dire ceux qui ont anticipé des évolutions de modèles de production. Et tout l'enjeu du projet sur l'agroécologie, c'est de faire en sorte que ces techniques qui ont été conçues par des pionniers puissent se diffuser largement pour économiser l'utilisation des phytosanitaires, les engrais, éviter d'utiliser de l'énergie fossile. C'est tout le débat sur labour ou non labour, et ne plus labourer. Je l'ai dit, quand on a des vers de terre, ils travaillent à notre place. Et en plus, ils ont... Je l'avais fait un peu en plaisantant. Il y a eu une conférence sociale il y a près de centaines de millions d'années, où les vers de terre se sont réunis. Et ils ont dit qu'ils étaient d'accord pour travailler toute la semaine, sans heures supplémentaires, ni durée légale du travail. Le MEDEF n'était pas là, donc il n'y a pas eu de discussion. Et ça se passe maintenant très très bien, ce qui fait qu'à chaque fois que je vois un ver de terre, je lui dis « Salut camarade, continue ton travail, c'est bien utile ». Comment, monsieur, cette loi a été accueillie par les agriculteurs que vous avez pu rencontrer? D'abord, cette loi, elle a été votée, je vais vous le dire, pas en 49-3, mais avec une majorité large. Les communistes, les écologistes, les socialistes, les radicaux de gauche et l'UDI ont voté la loi d'avenir agricole. Donc on a eu un débat qui était intéressant, mais qui a rassemblé très largement au niveau de l'Assemblée nationale. Comment c'est perçu? La question de l'environnement aujourd'hui pour les agriculteurs, elle est souvent vécue comme une contrainte. Tout l'enjeu politique, pour ce qui me concerne, c'est d'essayer de faire comprendre que derrière les enjeux environnementaux, il y a au contraire beaucoup d'opportunités en termes économiques. C'est ce qu'on appelle le lien entre ces doubles performances. La performance économique, qui est indispensable pour pouvoir dégager du revenu pour les agriculteurs, et la performance environnementale, je reviens à ce que je disais sur les systèmes pionniers, qui peut apporter beaucoup en termes aussi économiques. Cette double performance, c'est la stratégie de l'agroécologie. Et en même temps que vous avez cette stratégie, ce qu'on essaye de faire dans la loi, c'est de dire aux agriculteurs que pour gérer ces grandes questions économiques et environnementales, il faut qu'ils puissent se regrouper. Et on a dans la loi maintenant ce qu'on appelle les groupements d'intérêts économiques et environnementaux, qui sont des stratégies collectives. On en a signé, les premiers J2E ont été signés lors du Salon d'agriculture par le Président de la République et le Premier ministre. Et on voit derrière cela ce que j'essaye de remettre à l'ordre du jour. Si on veut garder des agriculteurs, et c'est ça l'objectif, il faut qu'on puisse leur donner des moyens de pouvoir s'organiser et s'organiser collectivement. Si on charge constamment les contraintes, exploitation par exploitation, si on laisse ces agriculteurs avec, et ça c'est mon béret, c'est dans le Gers, si on laisse ces agriculteurs seuls, les difficultés sont beaucoup plus importantes. Et donc, c'est tout l'intérêt de ces dynamiques collectives d'acteurs où les agriculteurs vont intégrer les enjeux environnementaux en même temps qu'on prend en compte, qu'ils prennent en compte les enjeux économiques. Mais votre ministère a commandé une étude à l'agence BVA qui disait que 42% des agriculteurs n'engagent pas une démarche agroécologique et ne comptent pas le faire. Est-ce que vous avez des incitations pour qu'ils créent justement des collectifs d'agriculteurs ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez pris le versant de ceux qui ne s'engageaient pas. Mais ça veut dire que s'il y en a 42% qui disent aujourd'hui qu'ils ne s'engagent pas, ça veut dire qu'on a été assez satisfait de voir que plus de 50% des agriculteurs sont prêts et que 32 ou 35% d'entre eux considèrent qu'ils se sont déjà engagés dans ces systèmes agroécologiques. Donc, c'est pas... Alors, vous me disiez, comment c'est perçu ? La difficulté, elle est là.
Il y a encore des gens qui pensent que la question environnementale, c'est un problème pour l'agriculture. Mais on voit bien que dans le monde agricole aujourd'hui, il y a des choses qui bougent et qui vont dans le sens de ce que je disais tout à l'heure, cette combinaison entre la performance économique et la performance environnementale. Et ce sondage est plutôt, pour nous, encourageant. Alors j'y ajoute un élément. On a mis en place un site avec un logiciel qui va être disponible pour les agriculteurs d'ici le printemps. On est en train de le tester. Ça va permettre à chaque agriculteur d'évaluer le niveau auquel il est arrivé en termes d'agroécologie, avec des critères sur les couvertures de sol, sur la matière organique dans les sols, sur le niveau du carbone dans les sols, sur les tonnes de vers de terre qu'il y a, sur les rotations. Et donc, c'est quelque chose qui commence à rentrer et on va donner, avec cet outil informatique, aux agriculteurs une possibilité d'évaluer le niveau auquel ils sont. D'accord ? Et ça, c'est aussi une sensibilisation. Et ce qu'on constate au travers du sondage, c'est qu'on a une certaine déjà démarche qui s'est produite dans le monde agricole. Et ce qu'il faut, c'est qu'on soit capable de l'accompagner. Donc, la vraie révolution, en termes de modèle de production, elle ne peut pas passer par des aides directes. Parce qu'il y a déjà des aides au niveau du premier pilier de la politique agricole, le deuxième pilier de la politique agricole. Et ce qu'on cherche à faire, c'est pas de dire vous faites de l'environnement et on vous donne une aide, parce que le risque, c'est dès qu'il n'y a plus d'aide, il n'y a plus d'environnement. C'est au contraire de faire prendre conscience qu'en intégrant la dimension environnementale, les économies qu'on peut réaliser sont des moyens de dégager plus de revenus et ce qu'on appelle en agriculture de marge brute à l'hectare. C'est ça la dynamique. Et c'est comme ça, à mon avis, qu'on réussira cette combinaison économie-environnement. Parce qu'il y avait eu une expérience qui avait été tout à fait d'ailleurs saluée à l'époque, c'était ce qu'on appelait les CTE, les contrats territoriaux d'exploitation, qui avaient été mis en place sous Glavany, qui faisait que les agriculteurs s'engageaient dans des démarches environnementales avec une aide pour qu'ils s'engagent dans cette démarche. Le jour où il y a eu un changement de majorité, et je ne veux pas revenir sur tous les détails, l'aide a disparu, tout ce qui était l'engagement a pratiquement disparu. Donc moi, je pense qu'au-delà de ma présence au ministère de l'Agriculture, au-delà des alternances, il faut qu'il reste une dynamique. Et pour créer cette dynamique, il faut être capable d'avoir, dans la démarche qu'on met en œuvre, cette double combinaison économique et environnementale, et derrière sociale, parce que le fait de se regrouper, la démarche collective, c'est important, parce que ça reste. Ça restera. Je l'espère en tout cas. Vous l'avez déjà évoqué rapidement. La nouvelle PAC, justement, rentre en vigueur cette année. Elle prévoit que 30% de la somme qui peut être donnée, en tout cas de la somme totale de la PAC, est attribuable sur critères écologiques. Pour vous, est-ce que 30% c'est assez ? Est-ce qu'il aurait fallu aller plus loin ou est-ce qu'au contraire c'est trop ? Quand je suis arrivé au ministère de l'Agriculture, ça a été rappelé tout à l'heure, dans les débats qu'il y avait à l'échelle européenne aujourd'hui, sur la proposition, la base de la proposition de la Commission, qui était 30% de verdissement, ce qu'on appelle le verdissement, ils en étaient déjà rendus à peine 10%. Et si la France, par la présence qui était la mienne à l'époque, n'avait pas redressé la barre pour remonter à 30%, je crois qu'aujourd'hui, je le dis, j'en suis sûr, on serait bien en deçà des 30%. Ensuite, est-ce qu'il faudrait faire plus ? On peut toujours faire plus. Mais le problème, c'est lorsque vous voulez aller trop loin et que vous cassez la dynamique, où vous grippez le système, vous échouez. Donc, c'est toujours le problème de la politique d'ailleurs, c'est entre l'ambition qu'on peut avoir et le compromis qu'on cherche à trouver pour pouvoir enclencher un processus, eh bien, il faut savoir aussi doser les choses. Et je pense qu'avec les 30% de verdissement, on est déjà à un niveau élevé pour l'acceptabilité du processus. Mais derrière le verdissement, parce que le verdissement, c'est 3 critères. On ne va pas rentrer dans les détails techniques, puisque on n'est pas... peut-être qu'il y a on me l'a dit, des étudiants de l'agro, là. Mais les 3 critères, c'est les prairies permanentes qu'il faut préserver. C'est 3 cultures différentes qu'il faut avoir sur les sols. Et puis, c'est ce qu'on appelle des surfaces d'intérêt écologique qu'il faut, là aussi, préserver. C'est les haies, c'est des surfaces, des zones humides. Donc, ces 3 critères
sont déjà des critères assez contraignants. Tu es obligé de trouver des éléments techniques pour les appliquer. Et avec ces 30% qui consistent à bien prendre la mesure de l'enjeu, hein, c'est si vous n'avez pas les 3 critères, vous perdez 30% de vos aides. Donc c'est un élément extrêmement dissuasif. Donc il faut faire très attention à lier la dissuasion avec la capacité technique qu'on a à le mettre en œuvre. Parce que derrière, vous pénalisez de 30% les agriculteurs en termes d'aide. C'est énorme. C'est énorme quand vous savez que pour l'élevage et les animaux, par exemple, 130% du revenu, les aides représentent 130% du revenu en agriculture. Donc le revenu est directement lié aux aides en agriculture. Donc vous voyez que c'est un enjeu qui quand même nécessite qu'on soit, je l'ai dit, dans la mesure et dans l'acceptabilité de ce type d'aide, hein, de ce type de mesure, en tout cas de ce type de contraintes et de conditionnalité, comme on appelle ça en agriculture, de conditionnalité sur le verdissement. Donc le tournant agroécologique est bien entamé. Pourtant, l'actualité en agriculture en France, c'est aussi la ferme des 1000 vaches. C'est aussi, par exemple, François Hollande qui déclare qu'il souhaiterait voir l'effort de recherche sur les OGM intensifié. Est-ce que pour vous, ces deux projets peuvent s'inscrire dans la démarche agroécologique ? Je vais répondre. Sur la question de la ferme des 1000 vaches, il y a 70 000 exploitations laitières en France, dont la moyenne pour le troupeau est de 55 vaches laitières. D'accord ? 70 000 exploitations, 55 vaches en moyenne. Et il y a un projet qui était à l'origine de 1000 vaches, qui a été ramené à 500. Et avec ce projet, c'est tout le débat politique qui est engagé sur l'idée qu'il y aurait une industrialisation et une concentration laitière avec des grandes exploitations laitières, alors que, je vous rappelle les proportions, 70 000 exploitations, un projet à 500 vaches et 55 vaches de moyenne. Il me semble qu'il y a plusieurs projets quand même, enfin la Confédération paysanne. La Confédération paysanne. Sur ces 30 projets, il y en a 15 qui aujourd'hui ont été l'objet d'une enquête publique et qui respectent l'ensemble des règles. Deuxièmement, dans ces projets, et c'est toujours ce que j'ai défendu, mon problème, c'est pas exactement le nombre de vaches laitières pour prendre la production laitière, c'est est-ce que derrière ces projets, il y a des agriculteurs. Dans la ferme dont on parle en Picardie, c'est un investisseur et il n'y a pas d'agriculteur. Il va créer 14 emplois. Oui, il a racheté 6 exploitations. Donc 6 exploitations, ça veut dire 6 agriculteurs qui disparaissent. Moi, s'il y a 6 agriculteurs qui se regroupent pour faire un atelier, l'enjeu pour moi, c'est de garder les agriculteurs. Et pourquoi je suis pas et je ne soutiens pas ce projet, c'est parce que derrière, il prend le risque, c'est le risque d'une industrialisation qui fasse disparaître de l'agriculture, ce qui est pourtant la condition même de la pérennisation de l'agriculture, c'est-à-dire les agriculteurs, des chefs d'exploitation, des paysans, des éleveurs. Donc c'est pour ça que j'ai toujours été contre. Dans les projets qu'évoque la Confédération paysanne, il y a des projets qui sont liés à des regroupements d'agriculteurs qui, pour un atelier, se regroupent. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. La capacité collective qu'on va donner aux agriculteurs de s'organiser, c'est une des conditions de réussir et économiquement et environnementalement. Deuxième point, vous avez parlé des OGM. Sur le débat sur les OGM, ce qu'a dit le président de la République et le Premier ministre, c'est sur le débat sur les biotechnologies de manière globale. Il y a une recherche qui doit se poursuivre. Mais moi, je l'ai dit, je l'assume, dans le débat sur les OGM, il y a ce qu'on appelle, pour moi, une première génération d'organismes génétiquement modifiés qui est révolue, totalement révolue. Les organismes génétiquement modifiés que vous avez aujourd'hui, ce sont des plantes qui sont résistantes à des herbicides, les fameux Monsanto. Quand vous avez des plantes résistantes à des herbicides que vous avez modifiées génétiquement, la résistance à l'herbicide risque de se diffuser dans l'environnement. Eh bien, depuis 16 ans qu'ils font ça aux États-Unis, on constate des résistances de plus en plus fortes de plantes aux herbicides et en particulier au glyphosate. Je pense en particulier à une plante qui fait pratiquement 1,50 m de haut qui s'appelle l'amarante dorée, qui ne savent plus gérer. Et donc, et ces OGM résistants à des herbicides ou les OGM producteurs de pesticides pour lutter contre des parasites, pour moi, c'est derrière moi. C'est, par rapport au projet agroécologique, contraire au projet agroécologique. Parce que quand vous avez un maïs
qui est modifié génétiquement pour résister à un herbicide, ça veut dire que lorsque vous semez votre maïs, vous passez votre herbicide, il ne reste plus rien sauf le maïs. Alors que ce que je vous ai dit sur l'agroécologie, c'est au contraire utiliser les concurrences naturelles pour faire en sorte qu'on les mette au service de la production agricole. C'est tout le contraire. Sur les pesticides et sur les OGM pesticides, toute la stratégie de ce qu'on appelle l'industrie du biocontrôle. Et si un jour vous en entendez parler et que vous avez des stages à faire, allez-y. C'est, pour être simple, c'est, vous savez, l'histoire de la coccinelle qui mange le puceron. Tout le monde le sait, ça. Bon, eh bien maintenant, vous avez des stratégies beaucoup plus sophistiquées où on utilise les parasites des parasites pour lutter contre les parasites. C'est aussi efficace, voire plus efficace, et c'est écologiquement parfaitement compatible avec les enjeux qui consistent à limiter l'utilisation des phytosanitaires et limiter l'utilisation des herbicides. Donc c'est ça la stratégie. C'est pour ça que moi, les OGM de première génération, je considère que c'est plus un sujet pour moi. On verra après, mais moi, je considère que la page est tournée. Après, dans les organismes génétiquement modifiés, il y a un débat, par exemple, sur la question du riz doré, qui consiste, pour que le riz ait plus de vitamine A, qu'on modifie ce riz de manière génétique, et il a plus de vitamine A, et ça permet de lutter en particulier contre la cécité chez les adolescents en Asie. Débat très important, qui même au sein de Greenpeace fait clivage entre l'ancien président de Greenpeace et le nouveau, qui a considéré l'ancien que le fait de lutter et d'empêcher l'utilisation du riz doré, qui était un OGM qui avait été trouvé et créé par des chercheurs suisses et qui avait été mis à la disposition des agriculteurs sans être et sans passer par un industriel derrière, quand vous réfléchissez, est-ce que la dissémination de la vitamine A est un danger pour l'environnement? Non. C'est pas pareil que quand tu dissémines une résistance à un herbicide ou quand on crée un OGM qui produit du pesticide. Là, on est dans des sujets où on passe à une deuxième génération qui doit nécessiter une réflexion démocratique. Mais là, je pense qu'on a besoin de revoir nos débats. La première génération est derrière nous, mais il y a quand même là des sujets sur lesquels il faut qu'on ait une discussion qui soit ouverte. Merci. J'aimerais rapidement qu'on aborde le thème des départementales. On a vu au Salon de l'Agriculture le président et beaucoup des membres du gouvernement mettre en garde les exploitants contre la tentation du vote FN. Dans les sondages, cette tentation est environ à 28%. Est-ce que vous, en tant que ministre de l'Agriculture, proche des votants ruraux, vous vous sentez investi d'une mission particulière quant à l'augmentation de cette intention de vote? Oui, on est investi parce qu'on a des convictions politiques. Si on se bat, c'est parce qu'on a eu, vous avez vu, à 23 ans, je me suis présenté, c'était après un remembrement, je le dis au passage, et après ce remembrement, moi, qui étais gamin et qui me baladais dans tous les champs de la commune de Lognes, je suis passé d'un système de bocage à un système qui était largement ouvert. Et donc j'ai cherché, avec d'autres d'ailleurs, à l'âge de 19 ans, à reconstituer des haies, et on a réussi à refaire à peu près 5-6 km de haies en 7-8 ans. Donc c'était concret, déjà à cette époque-là. Mais moi, sur les départementales, les convictions que j'ai par rapport à la République, par rapport à ses valeurs, par rapport à ce qu'est la France aujourd'hui, par rapport à ce que je vois ici à Cergy, ou quand je discute avec les agriculteurs, c'est leur dire, mais attendez, j'ai bien compris, j'en ai marre, l'Europe, il y en a marre, le monde nous en veut, donc il faut quitter l'Europe, il faut remettre des frontières. J'ai dit, mais réfléchissez bien, hein, parce que l'agriculture française est une agriculture qui est exportatrice. 50% de ce qu'on exporte, on l'exporte en Europe. Et quand je vois Marine Le Pen qui hurle après l'embargo russe, remettre des frontières au sein de l'Europe sur les questions agricoles, c'est prendre le risque de multiplier des embargos, parce que chaque pays se renverra la balle, et pour des raisons sanitaires, pour des raisons X ou Y, vous pouvez multiplier les embargos. Mais à ce moment-là, ce que nous sommes, si on n'était pas exportateurs, on pourrait dire, eh bien, on va limiter les importations, on va fermer nos frontières, et on produira ce dont on a besoin sans importer. Soit. Mais comme on exporte, le jour où on dit on ferme nos frontières, ceux vers qui on exporte vont nous dire, nous, on fera pareil. Et là, on y perd. Moi, j'ai vu dans un débat où a été liée la question des panneaux solaires et la question viticole.
pourquoi? C'est quand la Commission, il y a 2 ans, a décidé de remonter les taxes sur les panneaux solaires chinois. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, vous avez peut-être regardé ça. La Chine, première des rétorsions, ça a été sur le vin. Et elle a ciblé 2 pays, l'Espagne et la France. Mais je peux vous dire que les viticulteurs sont venus tout de suite voir pour nous dire « Oh là là, mais c'est une catastrophe ». Donc c'est pas simple. La réponse du Front National sur cette question de « le monde nous en veut, l'Europe nous en veut, donc on s'enferme », elle vaudrait si on était isolé, elle vaudrait si on n'était pas exportateur. Mais nous sommes un grand pays exportateur. Nous sommes dans l'Europe. Nous sommes dans le monde. Et donc ça, c'est prendre des risques énormes. C'est ce que je dis aux agriculteurs. Alors en plus, l'idée qui consiste à dire ce qu'on verse au budget européen, eh bien, on va le verser nous-mêmes aux agriculteurs, c'est oublier que derrière la politique agricole commune, il y a des règles et des aides qui sont versées. La France en profite. Mais les aides qui sont versées ailleurs sont autant aussi de moyens qui sont donnés à des agriculteurs ou à des agricultures qui sont en développement et qui utilisent aussi des productions françaises. Je pense en particulier aux semences. La France est le premier exportateur de semences aujourd'hui. Et on les exporte par où? En partie en Europe, en partie en Afrique, en partie en Russie. Aujourd'hui, on est là avec cette problématique. Donc ce que je dis, c'est des convictions. C'est que sur cette question agricole, vous prenez un risque majeur en disant il y en a marre et on a envie de tourner la page. Oui, mais le jour où vous aurez voulu tourner la page, ce que vous allez écrire comme page, ça sera bien pire que ce que vous pensiez aujourd'hui de l'Europe et de la politique agricole, et vous prenez des risques énormes. Donc ça, c'est la première chose. Puis la deuxième, c'est sur les questions de la République, c'est sur les questions de notre place dans le monde. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on se laisse embarquer dans une idée toute simple, qui, je le disais tout à l'heure pour l'agriculture, mais qui dit le monde nous en veut et donc il faut s'en protéger. Vous, jeunes que vous êtes et que, je sais, ici, dans cette école, vous partez en stage, j'allais dire, alors, en Europe et à l'étranger, parce que je préfère qu'on parle comme ça aussi, en Europe et à l'étranger, vous vous ouvrez. Vous êtes en capacité à la fois de savoir d'où vous venez, mais vous êtes ouvert. Deuxièmement, un pays comme la France, parce qu'il a l'histoire qu'il a eue, colonisation, décolonisation, flux, migration, immigration, a besoin d'être fort sur ses valeurs pour arriver à structurer une société qui donne à chacun à la fois une capacité de réussir et qui évite, parce que ça c'est un vrai sujet, l'humiliation. Parce que donner une capacité de réussir, c'est d'éviter que des jeunes, des hommes, des femmes se sentent humiliés. Et c'est ça le sujet. Et je trouve qu'avec le Front National, au lieu de donner une capacité à chacun à réussir, même si c'est difficile, même si je conçois tout à fait qu'on puisse en discuter, on risque au contraire d'augmenter les frustrations et les humiliations. Et quand vous avez des gens et des populations qui se sentent humiliées dans une société, à ce moment-là, vous prenez des risques de déstructuration et des risques de faire monter la haine. On espère le public et les agriculteurs convaincus. Donc avant d'aborder le prochain sujet, exact. Avant d'aborder le prochain sujet, on vous propose de participer à un petit jeu qu'on a préparé. Le principe est simple, vous allez voir apparaître à l'écran une personnalité et 3 animaux, et on vous demande simplement de nous donner l'animal correspondant. Et on accepte bien sûr, comme à l'école, que les réponses qui sont justifiées succinctement, bien sûr. Non mais là c'est des pièges parfaitement tendus, ça. Hein. Je vois, voilà. Non, je ne pourrais pas trouver l'animal qui correspond. Non. Je connais la détermination, par contre. Alors dans les animaux qu'il y a là, donc lequel est le plus déterminé, je ne sais pas. On a le bélier quand même. Alors il y a Manuel Valls. Vous avez vu, hein. Il y a un renard, un chien et un bélier. Il nous faut une réponse. Manuel Valls est déterminé. Donc, ce serait plutôt un bélier alors. Je crois pas. Non ? Je sais pas quel est son signe dans l'horoscope. Non, c'est pas une question d'astrologie là. Non. Si, alors, tout le monde plutôt des bélier, caractéristiques, quelque chose un peu crucial. Il est peut-être bélier. Alors je sais pas. Il faudra que je vérifie. Peut-être qu'une personne qui ne sera pas de votre parti politique vous inspirera un petit peu plus. Est-ce qu'on peut passer au prochain ? Prochaine slide, s'il vous plaît. Alors, François Fillon, qui sera notre invité mardi prochain, qui vous sera à votre place. Donc, on vous propose le pigeon, le dindon ou la chèvre. C'est vraiment... Non, mais... Donc, vous direz à François Fillon que je le salue par avance. Bien sûr. Que dans les basses-cours de la Sarthe, il y avait des super dindons et que c'est pas toujours facile de leur faire la roue. Et donc, il y a un très beau dindon là, qui fait une belle roue.
Donc va pour le dindon. Ah. Donc on vous a un peu aidé là en mettant un lama au milieu. Mais il y a aussi le panda qui peut aussi représenter la force tranquille. Ah oui, oui, c'est vrai, le noir et blanc. Voilà. Vous savez comment ça se dit en breton, noir et blanc? C'est la couleur du drapeau. Gwen, a du. Donc le Gwen a du. Gwen c'est blanc et du c'est noir. Et Gwen a du c'est blanc et noir. C'est à la fois la couleur du panda et du drapeau breton. Donc maintenant, pour Là je reconnais pas. Julie Gaillet, Ouais. une loutre, une tourterelle ou une fourmi? Ah ouais. Pas d'idée. Pas d'idée. Aucune. Ça va Un pas faire ministre- beaucoup de points à la Un fin. ministre de Non, l'Agriculture n'est pas très inventif. Hein. Non, il connaît bien les animaux, le ministre de l'Agriculture. Pourtant. Et Marine Le Pen, donc un cochon, un taureau ou un perroquet. Non, là aussi, je ne ferai pas de comparaison, mais je sais ce que je pense de ce qu'elle peut dire et penser. La société qu'elle souhaite, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est celle qui nous fait prendre beaucoup de risques. Et je suis totalement déterminé à faire tout ce que je peux pour combattre les idées du Front National et être mobilisé pour ces départementales. Bon, merci d'avoir plus ou moins participé à notre petit jeu. Mais c'est une belle basse-cour quand même. Hein. Je vois qu'elle est sec. Vous Vous avez quand même des connaissances sur les animaux qui sont intéressantes. Il y en a d'autres. Hein. On a validé notre maternelle pour ça. C'est vrai? Ouais. Vous n'avez pas un C'est ça. petit truc là ici pour les animaux? Est-ce que vous êtes venu au salon de l'agriculture? Qui était au salon de l'agriculture? Ah ouais, quand même. Pour aller voir les animaux, hein. Les gros taureaux. Combien il pèse le plus gros taureau du salon? Combien? Il a dit 1890. alors. Ouais, exact. Et c'est un rouge des prés. Et le rouge des prés, c'était l'ancienne race Ménanjou. Ça vient de la Sarthe et de la Mayenne. Enfin, je vous dis ça au passage, hein, si ça vous intéresse. Bon, on va poursuivre le débat avec des questions plus relatives à votre fonction de porte-parole du gouvernement. Donc on arrête avec les animaux, là, c'est sûr. Exact. Comme l'a rappelé Marie en introduction, vous n'avez pas fait Sciences Po ou HEC ou encore moins l'ENA, alors que le président et beaucoup de votre collègues ministres c'est vrai, ouais. ont été formés dans ces écoles. Mmh. Et les secs, il n'y en a pas, je crois. Il y avait C'est- Fleur Pellerin. Fleur Pellerin, Fleur ouais. Pellerin, ouais, Ah ouais. quand même. Ouais, Fleur, tiens, je vais la voir, je vais lui demander. Cécile Duflot également. Cécile Et Duflot si, qu'on a Et eu Sec en début d'année scolaire. Et Sekena. Ah oui? Non, je suis Duflot. Non, 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 non. Et sec. Sekena. Et sec. Sexe, mais pas énorme. Non, et sec. Autant pour moi. C'est pas du tout une critique, hein, au contraire. Donc, est-ce que Il ne en faut pas des énarques, mais il ne faut pas être, que ça non plus. Hein. Mmh. est-ce que, Monsieur le Ministre, est-ce que ne pas être passé par ces formations vous ont été plutôt un handicap pour vous ou un avantage? Alors là, un handicap ou un avantage, j'en sais rien. Moi, ce que je me dis, c'est que les études, ça aide, c'est utile, mais que, et je l'ai dû le dire une fois, vous savez, l'expérience, ça s'acquiert, ça ne s'apprend pas. Donc, faire des études, ça permet d'avoir un acquis. Mais après, ce qui compte aussi, c'est son vécu, son expérience, ce qu'on intègre en soi comme des éléments qui ensuite vous permettent d'analyser, de faire des choix. Parce qu'en fait, au fond, la politique, c'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper, c'est faire des choix qui sont toujours des fois difficiles à faire passer, d'où les adéquations qu'on doit trouver et les compromis qu'on cherche. Mais c'est ça qui est le sel de la politique. Et à partir de là, il faut certes avoir des idées claires, être déterminé, ne pas s'enferrer dans des détails trop techniques, parce que là, vous y perdez. Et puis pour être lisible, il faut être capable justement de ramener les choses à des choix simples, compris. La politique, on l'a fait bien sûr pour soi et par conviction, mais on l'a fait surtout pour les autres. Donc il faut toujours avoir en tête que ce que l'on dit ou ce qu'on cherche à expliquer, c'est pas pour soi on le fait, c'est pour ceux qui écoutent. Et donc il faut, à partir de là, être capable de résumer les choses dans les choix les plus forts et les plus compréhensibles, définir des axes. Ça nécessite peut-être des études,
Mais il y a des gens qui n'en ont pas fait forcément et qui sont capables justement aussi d'être déterminés et de faire des choix. Et je pense que les deux vont bien. Alors on peut avoir fait des études, et l'ESSEC, et l'ENA, et Sciences Po. On peut avoir fait autre chose et au bout du compte, il faut juger sur, je le disais, cette capacité à faire passer des messages, à les exprimer, à les expliquer. Et puis je crois aussi que la politique a besoin de sincérité. On avait aussi une question relative vraiment à la fonction de porte-parole qu'on connaît, il faut le dire, assez mal. Comment est-ce qu'on devient porte-parole? Est-ce qu'on candidate? Qui choisit? Alors là, je vais vous dire une chose. Bon, d'abord, cette fonction, elle existe. Je sais plus, elle n'a pas toujours existé d'ailleurs. Et elle est maintenant institutionnalisée. Najat Vallaud-Belkacem était porte-parole au début. Et puis, elle a souhaité changer et faire autre chose, avoir un ministère qui soit plus, avec une administration plus, pour pouvoir développer aussi des actions. Et donc, quand il s'est agi de savoir qui pouvait la remplacer au porte-parole là, que ce soit le président de la République ou le Premier ministre, ont pu penser à moi, c'était très bien. Il m'est arrivé en plus, avant d'être porte-parole, d'avoir aussi apporté la parole dans des moments qui n'étaient pas toujours faciles. Hein, vous l'avez dit tout à l'heure, moi j'ai aussi eu et essayé à chaque fois ce que j'avais fait d'expliquer, de défendre le gouvernement, les choix du président de la République. Donc ça s'est fait naturellement, mais c'est vrai que je n'avais pas pensé ni au début de mon engagement politique, ni même au début de 2012 à devenir porte-parole. Bon, ça s'est fait et maintenant j'essaie de l'assumer avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. L'idée que même quand je fais un point de presse, j'évite de le faire durer. Je ne cherche pas à tout décrire et à tout expliquer. J'essaie de dire des choses qui peuvent être reprises et interprétées facilement par ceux qui écoutent. Alors au-delà des journalistes qui sont en face, c'est après la dépêche AFP, c'est ce qui va être le cœur de l'information qui va être reprise qui m'intéresse. Est-ce que votre fonction de porte-parole du gouvernement est facilement conciliable avec la direction d'un ministère? Vous arrivez à gérer les deux facilement? Oui, parce qu'en fait, porte-parole, la direction du ministère, c'est tous les jours. Et le porte-parole là, c'est en fait le Conseil des ministres. Ça commence le mercredi matin avec une analyse Alors ça commence la veille au soir pour mon cabinet, mon directeur de cabinet, et puis les conseillers qui sont au porte-parole là pour balayer l'ensemble des sujets du Conseil des ministres, en tirer les éléments politiques et essentiels. Ça, c'est le mardi soir. Donc le mercredi matin, on a 1 heure de préparation où on balaye les sujets du Conseil des ministres. Et puis surtout, ce qui est important pour moi, puisqu'on n'est jamais souvent interrogé sur ce qui est la communication ou les communications du Conseil des ministres, mais sur ce qui est l'actualité, c'est de balayer l'actualité politique. De voir et de deviner ce qui va être le sujet du jour, ou les sujets du jour, les petits problèmes. Bon, et donc ça, c'est un travail que j'aime bien faire, que je suis, et le mercredi matin, avant d'aller au Conseil des ministres, on a ce débat entre nous pour bien caler et bien balayer l'ensemble des sujets. Et puis après, on va au Conseil des ministres, donc de toute façon, je serai au Conseil des ministres, et puis à la fin du Conseil des ministres, en fonction de ce qui a été dit, si ça correspond à ce qu'on avait préparé, il n'y a pas de problème. Sur la partie internationale, là, je fais très attention à bien écouter ce que dit Laurent Fabius et j'essaye de faire ma propre synthèse sur les différents sujets internationaux parce que ça ne se traite pas à la veille. Et puis, voilà. Et puis après, je repars comme ministre de l'Agriculture. Et il se trouve qu'ensuite, je peux avoir des émissions de télé où on m'invite en tant que ministre de l'Agriculture et de porte-parole. Alors, ça peut être sur les sujets agricoles. Ça a été le cas pendant toute la semaine du Salon de l'Agriculture. Et puis demain, je vais faire Bourdin. Je pense que j'aurai d'autres sujets à traiter. Sûrement. Et est-ce que justement, vous évoquiez, excusez-moi, cet enchaînement Conseil des ministres et ensuite déclaration à la presse. Est-ce que vous avez parfois été amené à déclarer quelque chose devant la presse avec lequel vous n'étiez pas du tout d'accord quelques temps avant en Conseil des ministres? Mais moi, j'essaye d'être dans le porte-parole du gouvernement, donc c'est la parole du gouvernement. Donc c'est pas ce que je pense. Ce que j'essaye de faire, au travers de ce que je suis et la manière dont je l'exprime, c'est de le faire à ma manière. Mais les sujets, ils sont vastes.
les questions aussi, je vous l'ai dit, entre ce qui est l'objet du Conseil des ministres et puis les questions d'actualité, je suis obligé de m'adapter. Et les engagements qui sont pris par le gouvernement sont les engagements du porte-parole, et c'est moi qui porte cette parole, donc je suis parfaitement, comment dirais-je, cohérent avec ce que sont les présentations des projets de loi, les discussions qu'il y a. Alors après, il peut arriver des sujets très difficiles, avec des moments d'actualité où mais j'étais pas porte-parole et je n'ai pas connu de moments de ce type. Mais même si j'ai été à la télé à l'époque, il y avait l'affaire Cahuzac. Bon, Cahuzac, je le connaissais en plus. Donc je sais que quand on avait signé l'engagement sur la transparence, en tant que ministre, je me souviens de cette première réunion du Conseil des ministres. Par définition, je n'étais pas ministre avant, donc je ne sais pas comment ça se passait, mais ça m'avait beaucoup impressionné. Parce que tous ceux qui étaient autour de la table, je les connaissais. Puisque j'avais fait longtemps au sein du PS, les Verts, les radicaux de gauche, je connaissais tout le monde. Et je les ai connus au Bureau national, j'ai connu les débats qu'on avait, la manière dont on se comportait. Et là, j'avais trouvé que l'élection et la responsabilité politique, ministérielle, changeaient une donne personnelle, mais vraiment de manière très forte. Et donc, il a fallu expliquer ensuite sur Cahuzac le fait qu'il avait signé le même engagement que moi. Moi, j'avais signé. Et que lui, il signait et il savait qu'en fait, il mentait. Je vous dis, quand il faut s'expliquer ensuite, c'est quand même compliqué, parce que vous le connaissez. Et là-dessus, c'est des moments où, là, moi, je parle en même temps, en fonction de ce que je pense et ce que je ressens, c'est ce que j'ai fait, et en même temps, j'étais dans la ligne qui avait été définie par le président de la République sur, vous savez, les lois, la haute autorité, tout ce qui a été mis en place depuis. Revenons, monsieur, à l'actualité et oui, madame. En abordant la loi Macron et le recours du gouvernement en utilisant l'article 49.3 pour faire voter la loi Macron. Certains députés du PS ont refusé de voter pour ce projet de loi. Est-ce que, parce qu'ils jugent le projet de loi trop libéral, est-ce que le gouvernement assume un tournant libéral ? Le gouvernement, il assume en tout cas un choix par rapport à une situation économique et sociale qui consiste à dire que si on veut préserver ce qui est l'essence de notre modèle républicain et modèle social, il faut que l'économie française soit en capacité de retrouver le chemin de la croissance, de la création d'emplois et la création de richesses tout court. Donc ça nous a obligés à faire deux choses qui ne sont pas effectivement dans les critères culturels habituels de la gauche et même au sein du PS. Le premier élément, c'est ce fameux pacte de responsabilité et la question de la compétitivité des entreprises. François Hollande, dans sa campagne des primaires, il avait 3 pactes. Pacte productif, éducatif et redistributif. C'était la fiscalité. Le productif, déjà, il était sur une ligne où il intégrait le fait qu'on avait un problème en termes d'industrie et de production. Le constat qu'on a fait quand on est arrivé, et c'est là qu'avait été demandé le rapport Gallois, c'est vrai que la perte de compétitivité de l'économie française a conduit à des destructions extrêmement lourdes du potentiel industriel et donc de l'emploi industriel en France. Donc il fallait le redresser. Ça, c'est un choix qui est fait fin 2012, qui conduit au crédit d'impôt compétitivité emploi et début 2013 sur le pacte de responsabilité. Pas facile, et c'est ça qui a beaucoup été contesté. Deuxième élément, il y a le déficit budgétaire et la dépense publique. Dans toute la primaire, François Hollande a toujours répété qu'il y aurait nécessité de réduire le déficit budgétaire. Et là, il y a un débat. Et moi, je l'assume pleinement, vous me disiez tout à l'heure par rapport à ces sujets, pleinement le fait que la politique de la gauche ne peut pas se mesurer uniquement au niveau du déficit budgétaire. Sous-entendu, c'est parce qu'on dépense qu'on fait une politique de gauche. On comprend bien troisième l'urgence point, des Macron. réformes. Je laisse. Donc, faire évoluer les choses pour donner aussi cette capacité dynamique à l'économie. Alors là, il y avait un débat qui a cristallisé une partie des députés sur le travail le dimanche. Et vous le savez, il y a 5 dimanches qui étaient aujourd'hui autorisés, dans des conditions d'ailleurs en termes de contrepartie, qui étaient plus que floues et pas du tout
cadré législativement. On passe à 12 dimanches dans l'année, mais avec des contreparties claires en termes de négociation entre partenaires sociaux, donc implication des syndicats, pour que le travail du dimanche, ça soit une dérogation à la règle qui est le travail, qui est le repos dominical plutôt, pas le repos dominical et le travail du dimanche. Et ça n'a pas été compris. Et en tout cas, ça a suscité beaucoup de résistance chez de nombreux députés, parce que c'est vrai que ce débat, il avait été longtemps à la fois repoussé au niveau du PS, mais aujourd'hui, on s'en rend compte. Si je prends les zones d'économie touristique internationale, le fait qu'on puisse avoir une activité et l'ouverture d'un certain nombre de magasins le dimanche dans ces zones touristiques d'intérêt économique et international, c'est une capacité à créer de l'emploi, à créer de la richesse. Donc on est bien dans cette contrainte-là. Et donc on a, au sein du PS et au sein de la gauche, c'est vrai, un débat là-dessus. Un débat. Mais je le dis, moi je ne perds jamais l'objectif que derrière ce débat, il y a l'emploi. Derrière l'emploi, il y a la capacité à financer un modèle social. Et je voudrais qu'on comprenne bien qu'on ne peut pas s'arrêter aux symboles et au débat du passé. Il faut qu'on soit capable de se projeter sur le modèle qu'on souhaite. Je vais vous donner un exemple. Sur la question de la retraite, j'entends souvent la gauche du PS, la gauche de la gauche, la CGT, faire référence au Conseil national de la résistance, qui a mis en place la sécurité sociale et le régime de répartition de la retraite. Quel était l'âge de départ à la retraite au moment où le compromis se fait au niveau du Conseil national de la résistance? On est bien à l'ESSEC, là, hein? Bon, 65 ans. 65 ans. La retraite à 60 ans, c'est Mauroy. 81. Et Mauroy, vous avez un film sur Mauroy qui est super, il raconte comment, dans le Nord, il voyait les mineurs sortir de la mine. Et il regardait des troupes de mineurs qui, quand il était enfant, sortaient de la mine. Et il voyait les premiers, les adultes, en pleine forme, qui rigolaient, qui marchaient. Puis, au fur et à mesure que la colonne s'étendait, on voyait ceux qui avaient un peu plus de difficulté à marcher. Et puis ceux qui étaient plus âgés et qui étaient à la traîne, et qui étaient courbés, et qui avaient du mal. Et lui, dans sa tête, il le dit très bien, quand il a décidé la retraite à 60 ans avec François Mitterrand, c'est en pensant à cette image qu'il avait de ces mineurs qui, au bout du compte, à cause des conditions de travail qui étaient extrêmement difficiles, ne pouvaient pas bénéficier de la retraite. 65 ans, donc 60 ans. Mais si on veut garder, parce que c'est ça l'enjeu, le système de répartition, il faut qu'on soit capable d'équilibrer ce qui est le financement du système de répartition, c'est-à-dire les emplois d'aujourd'hui financent les retraités d'aujourd'hui. Et si le compromis du Conseil national de la résistance en 1946 s'est posé et a été fait avec 65 ans, pourquoi aujourd'hui on n'est pas capable, à gauche, de considérer que le compromis qu'on doit faire aujourd'hui, c'est peut-être de revoir le départ à 60 ans, d'ajouter et d'intégrer la question de la pénibilité, mais en même temps de garantir comme ça la répartition. Parce que si le système ne se finance pas, on passera à la capitalisation. Et là, on change de modèle. Donc défendre un modèle, c'est pas forcément... Et c'est là qu'il y a un débat à revoir à gauche. C'est pas forcément s'accrocher à des symboles ou à des questions posées historiquement. C'est aussi être capable de se penser en termes de modèle, de choix, comme l'a fait le Conseil national de la résistance. On a compris l'urgence des réformes, mais je reviens sur ma question. Est-ce que le gouvernement assume ou non un tournant libéral ? Mais il assume un tournant sur le redressement de l'économie. Alors, qu'est-ce qui est libéral, là aussi ? Je prenais l'exemple de la question des dimanches ouvrés et de la dérogation élargie au repos dominical. On a bien fixé l'enjeu. Ça peut être libéral, c'est-à-dire qu'on fait de l'activité. Si l'activité, c'est quelque chose de libéral, oui, à ce moment-là, il y a un choix libéral. Mais derrière ce choix, ce n'est pas de libéraliser pour libéraliser le travail du dimanche, c'est de se dire comment je fais pour que dans l'activité économique que je souhaite développer, je mets tous les atouts de mon côté. Et en même temps que je fais le passage de 5 à 12 dimanches, je mets les contreparties pour les salariés en place, les négociations entre partenaires sociaux et en même temps, je crée de l'emploi. Bon, est-ce que c'est libéral ? Pour certains, oui.
Pour d'autres, le fait de mettre des contreparties sociales avec des discussions de partenaires sociaux, ça ne l'est pas. Alors peut-être que la présentation de la loi a été très libérale. Question des notaires. Vraie question. C'est un choix libéral de considérer que depuis, je crois, 30 ans ou 40 ans, le nombre de notaires en France a baissé. Alors que la population française a augmenté. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez un nombre de notaires qui a dû baisser, je crois, d'à peu près 20%. Par contre, le nombre de notaires salariés a augmenté de 40%. Le choix qui est fait, c'est de dire on doit permettre à des jeunes de pouvoir accéder à la profession de notaire. Parce que plus ça se réduit, plus en fait ça se concentre sur ceux qui étaient fils ou filles de notaires. C'est quand même un problème. Alors ça, c'est rente contre, j'allais dire, vieille théorie ricardienne, le profit, ou en tout cas libéraliser le système pour permettre à une jeunesse d'offrir cette capacité d'accéder. Alors c'est peut-être libéral, mais au fond, là, pour le coup, on se confronte plutôt au conservatisme. Et justement, est-ce que les réformes vont se poursuivre? Parce que Emmanuel Macron, qu'on avait à l'écran juste avant, a déclaré que les économies que réclame Bruxelles, les nouvelles économies de 30 milliards, ne seront pas faites, que 50 milliards, ça suffit déjà largement. Et pourtant, Emmanuel Macron ne représente pas l'aile gauche du PS. Non, ça, non. Donc, est-ce que le gouvernement va continuer à faire des réformes? Et comment alors? Est-ce qu'il va à chaque fois utiliser le 49.3 pour ça? Non, je pense que le 49.3, moi, je pense qu'il y avait une majorité. Mais le risque était grand, à 7-8 voix près, de faire une erreur de diagnostic. Mais il sera grand pour les prochaines aussi? Oui, mais je pense que sur ce débat-là, les prochains, il y aura une majorité. Il y en a eu jusqu'ici, hein, et même si ça a été difficile, en particulier sur les projets de loi rectificatifs, sur les projets de loi de finances, vous vous en souvenez, sur le projet de loi sur la sécurité sociale, les réformes vont continuer. On a un calendrier et en tête une stratégie. La dépense publique, on fera l'effort de la réduire de 50 milliards. Mais on le fait parce qu'il y a des règles européennes. Mais on le fait aussi parce qu'on est convaincu, regardez ce qui se passe dans certains pays comme la Grèce aujourd'hui, c'est que si vous laissez filer votre déficit budgétaire, vous avez comme conséquence mécanique un endettement qui s'accroît, puisque le déficit budgétaire est compensé par l'emprunt au niveau de l'État, et accroissant cet emprunt, vous dépendez de plus en plus il est important, des marchés financiers, comme on le dit. Et quand vous êtes dépendant des marchés financiers, à ce moment-là, vous avez des risques, pour le coup, de ne plus avoir de possibilité de faire de choix politiques. Donc on assume ce choix, en même temps qu'on fait cette baisse, mais on l'assume au rythme qu'on a choisi. C'est ce que dit souvent Michel Sapin. On réduira la dépense publique et donc les déficits budgétaires au rythme qui nous permet en même temps de soutenir la croissance, puisque vous le savez très bien, le rapport entre le déficit nominal, il est celui du niveau en valeur absolue du déficit budgétaire sur la production intérieure brute. Si vous cassez votre production intérieure brute, vous risquez d'avoir des difficultés à réduire la part du déficit budgétaire sur la production intérieure brute. Donc on est vraiment sur cette stratégie. Et alors, que l'Europe nous rappelle à nos engagements ou nous dise qu'il faut faire des efforts, on a dit qu'on ferait des efforts, mais on les fera à la hauteur de ce qui a été dit, pas plus. En même temps, on respecte nos engagements, mais on ne va pas non plus casser ce qu'est l'objectif qu'on poursuit, c'est-à-dire retrouver de l'activité, retrouver de la croissance. Dernière question avant de laisser place aux questions du public. Il y a peu de temps est arrivé au pouvoir en Grèce Alexis Tsipras. C'est l'élection d'un gouvernement qu'on pourrait qualifier de populiste dans l'Union européenne. Lorsqu'il est venu à Paris en début février, François Hollande a affirmé sa confiance dans le nouveau gouvernement grec. La France, la Grèce, est-ce que ce sont finalement deux mauvais élèves qui se soutiennent? D'abord, la France, c'est pas la Grèce. Il faut arrêter ces comparaisons qui nous minorent. La France, c'est pas la Grèce. Aujourd'hui, elle plombe la croissance de l'Union européenne, la France, quand même. Il y a des pays comme le Portugal, l'Irlande qui ont fait les réformes, qui ont des croissances qui sont très importantes aujourd'hui. Mais d'où ils partent? D'où ils partent? Si vous regardez l'Espagne, mais attendez, l'Espagne, d'abord, c'est une politique d'austérité très forte, mais quel est le niveau du chômage en Espagne? 25%. Oui, 26-27. Quel était le niveau du déficit budgétaire? Plus 6 à 7%. Nous, j'étais à 5 quand on est arrivé au pouvoir. Quel est le niveau d'endettement? Il est à plus de 100%. Et surtout, pour l'Espagne, ce qui était difficile, c'était le fait que ce n'était pas
nous, on a eu une croissance atone. 2012-2013, on est à 0, 0,1, 0,4, mais on reste au-dessus de la barre fatidique de la stagnation. L'Espagne, c'est pas la stagnation. L'Italie, c'est pas la stagnation qu'ils ont connue, c'est la récession. L'Espagne, ils ont connu des récessions de 4%. Donc le fait que ça reprenne, ou le Portugal, c'est pareil, 6% même, à un moment, au plus fort de la crise. Donc ils ont perdu de la richesse. Perdu. Nous, on n'en a pas perdu. Mais le problème, c'est qu'on n'en a pas créé assez pour pouvoir assumer les grands enjeux de la création d'emplois. Donc on fait des réformes. Mais on n'est pas non plus là pour être en contradiction avec les engagements qu'on a pris. Je le disais tout à l'heure, est-ce que faire voler le modèle social français en éclats, comme ça a été le cas avec les réductions des salaires des fonctionnaires en Espagne, au Portugal, en Grèce ou ailleurs, serait la solution ? Absolument pas. Par contre, on assume effectivement, et c'est pas facile, le fait que l'indice de revalorisation des salaires dans la fonction publique n'a pas bougé. On fait des choix sur l'éducation, parce que je vous le dis quand même, j'ai encore regardé dans le document qu'a fourni Najat Vallaud-Belkacem sur les collèges. On n'arrête pas de régresser en termes de qualité d'apprentissage dans les pays de l'OCDE depuis 10-15 ans. Sur les apprentissages fondamentaux, sur le français, sur les maths, sur la physique, sur la géographie, sur l'histoire. Les pentes sont comme ça, alors qu'au niveau de l'OCDE, ils sont comme ça. Les systèmes PISA. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Vous vous rendez compte, pour un pays qui, aujourd'hui, a une jeunesse qui est une des plus importantes d'Europe, parce qu'il y a de la natalité, on dégage 120 à 150 000 jeunes sans aucun diplôme. Ce n'est pas votre cas. Mais 150 000 jeunes qui n'ont pas de diplôme, vous vous rendez compte ce que ça a comme conséquence à moyen et long terme. Quand on investit dans l'éducation, même si c'est difficile et même si on réduit la dépense publique, on le fait parce qu'on pense aussi à l'avenir. On ne va pas être complètement obsédé par cette idée de la réduction du déficit budgétaire, même si elle est nécessaire, mais on ne le fera pas avec comme conséquence de remettre en cause les grands choix d'avenir qu'on doit faire tous ensemble. Franchement, pour un grand pays comme le nôtre. Donc, on fait ça au rythme que j'évoquais. Merci, Monsieur le Ministre. Passons maintenant aux questions du public, s'il y en a. Je vous demanderai juste de poser une question qui soit claire et concise pour que tout le monde puisse s'exprimer, enfin ceux qui le souhaitent, de vous lever, de vous présenter succinctement. Bonsoir, Alexandre. Vous avez parlé d'exportation agricole et de la force de l'agriculture, de notre agriculture avec les exportations. Aujourd'hui, en 2015, on est au 4e rang. En 1995, on était au 2e rang. Est-ce que c'est une stratégie française? Est-ce qu'on va continuer à régresser? Quelle est votre position et la position du gouvernement sur ce déclin dans l'exportation de l'agriculture et la force? Alors ce déclin, il est effectif et on est passé même à la 5e place. Le problème est dépassé par le Brésil. Quand on voit le potentiel agricole et la surface agricole utile au Brésil, il y a, en 1995, vous évoquiez, le Brésil était en phase de décollage. Aujourd'hui, c'est devenu pratiquement la première puissance en termes de production au niveau agricole. Donc il faut qu'on soit aussi capable de regarder les évolutions dans le monde. Et on ne pourra pas être, comme on l'a été, 2e exportateur mondial, parce qu'avant, il y avait juste les États-Unis, puis après, il y avait la France. Par contre, on a été dépassé, ça c'est un vrai sujet, par l'Allemagne et par les Pays-Bas en Europe. Alors, est-ce que c'est une stratégie? Ça a été la conséquence de 10 ans de régression en termes de production d'appareils industriels. Ça, c'est vrai. Est-ce qu'on essaye de redresser ça? Oui, on essaye de le redresser pour se redonner des marges. Et avec une double stratégie. Parce que le vrai problème, c'est rester exportateur, mais surtout, c'est reconquérir une part du marché national français dans un certain nombre de productions où aujourd'hui, si je regarde par exemple le poulet standard, alors je ne vais pas prendre le poulet de Loué, les labels sont des productions françaises et uniquement françaises d'ailleurs en Europe. Et je vous le dis au passage, pourquoi on continue à avoir des poulets labels en France? D'abord, c'est parce que les Français aiment bien manger, mais c'est parce que surtout, on est les seuls en Europe aujourd'hui, et voire dans le monde, à continuer à manger des poulets rôtis entiers. Dans les autres pays en Europe, ils bouffent des parts de poulet, mais pas de poulet rôti entier. Ce qui fait qu'on peut avoir des poulets de qualité en particulier. Mais dans le poulet standard, on a perdu énormément. On importe des poulets standards du Brésil, de Belgique, des Pays-Bas. Donc il faut reconquérir cette partie de notre marché
et donc travailler à restructurer et à réorganiser la production de volailles. C'est ce qu'on est en train de faire. Ça vaut aussi pour la viande. Mais oui, on a une stratégie et on essaye de la mettre en œuvre de manière structurée. En Chine, on a ouvert le marché chinois là en 2015 pour la charcuterie. Caution du cochon tout à l'heure que je voyais en photo là, bon voilà, avec une filière qui est en difficulté aujourd'hui. On a réouvert ce marché. Donc on travaille pour redresser cette position française. Et sur la viticulture, c'est très intéressant. On a toujours une balance à près de 11 ou 12 milliards d'euros d'excédent, parce qu'on exporte partout dans le monde. On exporte en fait beaucoup de vins à haute valeur ajoutée, mais on a perdu en volume exporté. C'est-à-dire qu'au moment où la consommation de vin dans le monde augmente, la part en volume exporté par la France a régressé. Donc ça, c'est un vrai sujet stratégique pour nous. C'est que la France, qui est le pays du vin, exporte des vins de haute gamme qui font l'excédent de la balance commerciale, mais en même temps, on a perdu en partie sur les volumes qu'on exportait avant, et donc on a un vrai souci de reconquête d'une partie de ce qui était notre position il y a une dizaine d'années. Donc, plus que 2 questions hein, pour le ministre. Bonsoir. Attendez le micro qu'on vous l'apporte. Voilà. Bonsoir, Jav Guilbeault, je travaille pour une agence de communication. Une question un peu à cheval sur votre double casquette. On vous a vu il y a une dizaine de jours dans un reportage, un documentaire à la télévision sur la santé alimentaire, l'étiquetage des céréales, du sucre. Ah oui. Ouais. Et on a été un petit peu troublés, puisqu'on a cru comprendre donc, dans le reportage plutôt bien fait que la France, notamment le ministère de la Santé, poussait pour un étiquetage et une lisibilité, pour prendre des termes que vous avez utilisés tout à l'heure, une lisibilité plus grande pour les consommateurs sur ce qu'on mange. Par exemple, en s'inspirant de ce qui se fait au Royaume-Uni, en ayant sur les packaging un code en 3 couleurs très simples, rouge, orange, vert, je crois, pour aider les citoyens consommateurs à choisir ce qu'ils mangent. Et dans ce reportage, on vous a entendu être contre, avec des arguments qui semblaient sincères, mais qui semblaient reprendre aussi peut-être l'argumentaire de certains lobbies agroalimentaires. Vous disiez le rouge, c'est anxiogène. Vous disiez si on prenait un code couleur aussi simple, le miel serait rouge et personne n'en achèterait, ce qu'on peut entendre. Donc, du coup, aujourd'hui, Nestlé, Kellogg's continue à pouvoir vendre des packagings très cryptés en termes de contenu alimentaire, de sucre, très difficile à décoder pour les consommateurs. Donc la question, c'est, je crois qu'il y a quelques jours, le ministre de la Santé a réintroduit une demande vers une simplification, plus de lisibilité sur les packaging alimentaires. Est-ce que vous allez la soutenir ou la torpiller ? Alors, sur cette question, je vois que c'est toujours quelque chose qui suscite beaucoup de clivages. D'abord, moi, une chose que je vais dire de manière très franche, je ne suis pas, et je ne le serai jamais, sous la pression d'un lobby, quel qu'il soit. Moi, ils peuvent me dire ce qu'ils veulent, ils ont des arguments, le ministère de la Santé a des arguments, et puis moi, j'ai des arguments. Je me les suis construits et j'ai réfléchi sur le sujet. Quel est le problème de l'alimentation aujourd'hui ? C'est que les problèmes d'obésité, les problèmes de diabète sont d'autant plus élevés que vous êtes dans des catégories sociales qui sont démunies et pauvres. Sur ce que je dis au ministère de la Santé, c'est qu'avant de dire que c'est un problème d'information, on est tous d'accord pour dire que l'obésité, c'est chez les gens qui ont les revenus les plus bas. C'est sur l'éducation de la santé, c'est sur la capacité à avoir une alimentation diversifiée que se jouent des questions de santé. Est-ce qu'on est d'accord ou pas avec ce constat ? C'est ce qui est fait partout. Donc quand on vient me dire que c'est simplement une question d'information, avec du simple vert, orange et rouge, je dis c'est pas vrai. Ça veut dire que vous ne voulez pas prendre la dimension sociale de la question alimentaire. Et que vous êtes en train de penser qu'en faisant 3 codes, on va régler les problèmes liés à l'alimentation et à la santé. C'est pas vrai. Deuxièmement, ça a des conséquences, c'est ce que j'ai dit, le fructose, le miel, c'est rouge, parce que c'est que du sucre. Mais en même temps, le miel a aussi un certain nombre de vertus et de qualités. Je suis de la Sarthe. Les rillettes, c'est rouge. Terminé. C'est gras.
Mais c'est parce que c'est des rillettes. Bon, alors c'est sûr que si vous bouffez des rillettes tous les jours, le matin, le midi, le soir, ce qui pouvait arriver dans le temps dans la Sarthe, vous avez des risques de cholestérol et des problèmes d'obésité. Très bien. Mais est-ce que c'est parce que ça sera rouge, et d'ailleurs les Bordeaux Chanel sont souvent rouges, que ça va être dissuasif? Moi, je ne le crois pas, mais sincèrement. Et je trouve que cette idée que... Alors en plus, l'expérience, parce que j'étais regardé en Grande-Bretagne, parce que là, pour le coup, dans la malbouffe et l'obésité, ils sont bien placés, hein, et les États-Unis aussi. Et ils ont déjà tous ces débats. Est-ce que ça a fait bouger les choses? Non. Donc moi, je suis pour simplifier les informations, absolument. Mais dans le même temps où on simplifie les informations, on demande toujours d'en avoir plus d'informations. Il faut informer pour savoir si vous avez des OGM ou pas. Il faut informer pour savoir si la traçabilité, et ça, c'est une bataille, sur l'origine des viandes, par exemple, dans les produits transformés, elle est accessible ou pas. Et l'Europe ne veut pas aujourd'hui. Et moi, je le souhaite. Donc je pense que dans ce débat sur le lien entre alimentation et santé, c'est pour ça que j'ai présenté un plan national de l'alimentation qui avait 4 volets. La question sociale, parce que ça, j'y tiens. C'est pas vrai, on ne résoudra pas le problème de la santé simplement avec des codes couleurs. Le deuxième point, c'est l'éducation à l'alimentation. Et on a engagé un contrat avec Najat Vallaud-Belkacem pour faire en sorte qu'à l'école, on ait une éducation à l'alimentation, parce que je pense que l'enjeu, c'est de ne pas refermer le spectre des aliments pour ceux qui ont le moins de moyens. C'est au contraire de leur laisser ouvert la possibilité d'avoir une alimentation diversifiée. C'est ça la condition qui va être, au bout du compte, très importante au niveau de la santé. C'est la lutte contre le gaspillage ensuite, hein, ça c'est très important aussi. Et puis, c'est tous les enjeux sur la qualité et les enjeux gustatifs et qualitatifs. Donc c'est pour ça que moi je ne suis pas d'accord. Je pense que ça ne résout pas le problème. Alors je sais, les médecins ils me disent « Ah ben, vous avez tort ». Mais moi je pense qu'ils ont tort. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué à régler que les feux bleu, blanc, rouge là. Et la preuve c'est qu'en Grande-Bretagne, pour l'instant, il n'y a pas de baisse de l'obésité. On avait été préservé longtemps de l'obésité, nous, en France, même si elle atteint aujourd'hui 16% chez les jeunes. Et qu'est-ce qui nous bouffe et qui fait l'obésité? C'est tout ce qu'on bouffe en dehors des repas, et en particulier sucré. C'est rouge, c'est vert ou c'est orange? C'est rouge. Mais n'empêche que la barre chocolatée avec et machin et ça repart, c'est pas moi qui la vends, mais il y a beaucoup de jeunes qui en consomment. Alors que moi, je me bats pour le repas, le temps du repas. Tiens, si j'ai un message à passer, arrêtez de bouffer en marchant, arrêtez de boire en marchant. Il faut s'asseoir. Pour manger, il faut être assis et avoir le temps de composer un repas. Bouffer vite, c'est mal bouffer. Prenez votre temps. Et si les profs vous disent, les cours ont sonné, il faut revenir, vous dites non, j'ai pas fini mon dessert. Et pourtant, vous avez été prof d'économie. Une dernière question, essayez d'être concis. Vous avez parlé de notre place d'exportateur mondial, mais vous nous parlez toujours d'agroécologie. N'est-ce pas contradictoire pour faire avancer l'agriculture française, alors qu'aujourd'hui vous annoncez encore 25% de baisse pour les aides pour le bio? Donc il faut comprendre, quand on est agriculteur, on en a peut-être marre aussi de pouvoir avancer, qu'on nous mette des contraintes sans arrêt dans les roues. Bon, sur le bio, on va être très clair, on a été victime de notre succès. C'est-à-dire que la surface en agriculture bio a augmenté et a dépassé, je vais le dire, et c'est assez idiot, le budget qu'on avait prévu, parce qu'on ne pensait pas qu'on aurait autant de conversions en agriculture bio. Je vais vous expliquer très simplement. Le budget sert à financer la conversion, c'est-à-dire le moment où un agriculteur choisit de quitter le conventionnel pour passer en bio. Ça se finance. Parce qu'il faut 3 ans de transition, ce qu'on appelle la conversion en bio. Donc ça, on aide l'agriculteur à passer du conventionnel au bio. Et après, il y avait des primes qui étaient versées au maintien. C'est-à-dire celui qui avait fait sa conversion, au bout de 5 ans, on lui versait des primes à l'hectare pour maintenir sa production en bio. Ce qui s'est passé, c'est que la conversion a dépassé nos prévisions. Donc du coup, le budget de 103 millions a été dépassé. Donc moi, comme j'ai comme objectif de doubler la surface en agriculture bio, je garde la conversion, mais j'ai été obligé de baisser les primes au maintien de 25%. C'est vrai.
Et le plan Ambition Bio qu'on va mettre en place en 2015 va régler, puisqu'on a 176 millions d'euros qui est prévu, on va caler notre dispositif sur le doublement. Là, on est capable de l'anticiper, puisque c'est le choix qu'on va faire. Mais voilà ce qui s'est passé. Ce n'est pas du tout une volonté ni une contradiction. L'agroécologie, maintenant. Moi, je vais vous dire, les pionniers que je connais, en termes de production et de rendement, ils ne sont pas inférieurs, même voire supérieurs, aux conventionnels. Et ils utilisent 30, 40, quelquefois 50% de moins de phyto et d'engrais azotés et d'énergie fossile. Quand je suis sur des systèmes aboutis de conservation des sols, avec des niveaux de matière organique qui sont à plus de 3%, on a des rendements en blé qui sont supérieurs aux conventionnels. Donc le problème de la production et du niveau du rendement, il n'est pas opposable à l'idée de l'agroécologie. Deuxièmement, réfléchissez juste à ça. Vous avez des terrains que vous labourez. Vous vous baladez des fois et vous voyez dans la Beauce, quand vous quittez, que vous retournez chez vous ou vous promenez, toutes ces terres labourées. Qu'est-ce qui se passe quand vous labourez une terre? L'énergie solaire, la photosynthèse. L'énergie solaire, elle vient sur le sol et elle a comme seule conséquence de faire évaporer l'eau qu'il y a dans le sol. C'est tout ce qui se passe. Quand je suis sur des systèmes avec des couvertures de sol en continu, d'où une partie du verdissement, c'est sur les rotations, 3 rotations avec des couvertures de sol. Quand je couvre mon sol en continu, eh bien, j'utilise la photosynthèse et je peux faire non seulement une récolte de blé, mais derrière avoir après des céréales, des légumineuses ou d'autres graminées. Donc, ce n'est pas réducteur en termes de production. Au contraire, en utilisant plus l'énergie solaire, la photosynthèse et en couvrant mes sols, je peux produire plus. Donc cette idée qui a été largement véhiculée, en partie à cause de l'agriculture bio, qui, elle, parce qu'elle n'utilise plus aucun phytosanitaire, diminue son niveau de production, hein, c'est la conséquence, d'où la nécessité d'avoir des aides spécifiques, d'où aussi le prix supérieur des produits bio, a instillé l'idée que si on veut être dans un processus d'agroécologie, de toute façon, ça veut dire qu'on va baisser la production. Ben non, on n'est pas obligé, et au contraire, même des processus dans les systèmes pionniers que j'ai parfaitement en tête et parfaitement analysés depuis que j'étais député européen en 2005-2006, ce sont des systèmes qui sont extrêmement performants en termes de production et performants environnementalement. Donc la question de l'exportation, je ne peux pas la réduire. Parce que moi, quand je suis ministre de l'Agriculture et que je vais en Algérie, en Tunisie, au Maroc, en Turquie, au Liban et partout ailleurs, le pain, qui est un des éléments. D'ailleurs, la flambée des prix en 2012 a été un des éléments des révolutions arabes, 2012, 2010, 2008. Ça a été un des éléments. On est dans le processus habituel, même la Révolution française, c'est des révolutions agricoles. C'est quand il n'y a pas assez de production, les prix flambent, et à ce moment-là, vous avez du pain, mon beau roi, souvenez-vous, hein, quand ils ont quitté Paris pour aller à Versailles, c'est pour le pain. Le blé qu'on exporte, il est absolument nécessaire. Dans un pays comme l'Égypte, 80 millions d'habitants, ils sont autosuffisants ou autonomes en capacité de production, même si on peut l'améliorer, à hauteur de 30%. 70% de ce qu'ils ont besoin en blé pour faire du pain vient des importations. Donc, c'est pas si simple que ce qui a été longtemps dit, si j'exporte, je tue les agricultures des autres, ou si j'exporte, ça veut dire que je ne fais pas d'environnement. Donc je le dis ce soir, je vous le dis, on peut tout à fait être dans un processus agroécologique et tenir compte de l'environnement et être à la fois productif et exportateur. Et ce que j'essaye d'exporter aussi, ça c'est tout le leadership que je veux qu'on prenne, c'est l'agroécologie elle-même. C'est-à-dire que derrière le processus agroécologique, il y a aussi de la recherche, il y a aussi de l'innovation, il y a aussi de la potentialité de création d'emplois et de services, non seulement pour l'agriculture française, mais que la France soit aussi un outil du développement de l'agroécologie et donc de l'agriculture et donc de la production en Afrique par exemple ou ailleurs dans le monde. C'est ça l'enjeu. Et on a des chercheurs, on a des outils de développement et on a des agriculteurs qui sont de ce côté-là extrêmement bien formés et qui sont capables de porter ce message. Donc l'avenir du monde, pour terminer là-dessus, et la grande question alimentaire dans le monde, pour reprendre une formule d'Edgar Pisani, c'est on aura besoin de toutes les agricultures du monde pour nourrir le monde. Ce qui est terminé, c'est l'idée que des grandes zones se spécialisent et exportent toute leur production pour le monde entier. Ça, c'est fini.
Et donc, on a besoin de développer toutes les agricultures. Et pour les développer, la nouvelle stratégie, ça va être une stratégie, on appelle ça, avec un mot un peu compliqué, écosystémique. C'est qu'on adaptera les modèles agricoles aux écosystèmes dans chaque endroit. Et c'est ça le projet de l'agroécologie. Si je suis dans une région plus sèche, je dois pouvoir m'adapter. Mais je dois pouvoir produire. Et ça, c'est un enjeu pour l'humanité. Pour l'humanité. Voilà, comme on finit par l'humanité. Je vais vous saluer. Merci, Monsieur le Ministre. On remercie le public d'être venu ce soir au Mardi de l'ESSEC. On vous rappelle que notre prochain invité est François Fillon mardi. Et un cocktail est servi en attendant en cafétéria. On vous attend nombreux.